Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous reprenons l'histoire que nous avons laissée de côté depuis maintenant quasiment un mois pour aborder notre dernier thème de l'année qui s'intéressera plus spécifiquement à la République française du lendemain de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 1980. Donc, ce chapitre 9, finalement, sert un peu de transition entre ce nouveau thème et ce que nous avons déjà vu concernant la Seconde Guerre mondiale et la situation de la France occupée sous le régime de Vichy. Donc, il s'intitule « Refonder la République et la démocratie, 1944-1947 ». Et la citation permettant d'introduire ce chapitre, c'est cette citation très très célèbre prononcée lors d'un discours par Charles de Gaulle suite à la libération de Paris, où il disait Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, comme le dirait la Reine des Neiges. Mais bon, avant se libérer, ce qui est intéressant, c'est de lire les trois adjectifs précédents, outragé, brisé, martyrisé, qui font référence finalement à la souffrance, à la destruction, et c'est en fait un petit peu l'état de la France en 1944. Certes, la France est libérée, mais le territoire national est dévasté. Et donc du coup, il s'agit de reconstruire, refonder une république, rétablir la démocratie, et la question que nous allons nous poser, c'est finalement quels sont les fondements de la nouvelle république créée à la libération, cette république que l'on va appeler la 4e république. Alors la première partie s'intéressera finalement à la libération du territoire. Alors vous avez probablement tous déjà entendu parler du célèbre débarquement Normandie, le D-Day, du 6 juin 1944, aussi connu sous le nom d'opération Overlord. Alors effectivement, c'est le principal débarquement des forces alliées en Europe. Il a pris les forces nazies par surprise. Il y a eu beaucoup de fausses informations, de fausses rumeurs qui avaient été véhiculées par les Alliés de manière à ce que les nazis finalement ne sachent pas où ce débarquement aura lieu. Si bien que même dans un premier temps, quand les nazis apprennent le débarquement en Normandie, ils pensent que c'est une énième fausse information, que c'est un leurre, que c'est pour attirer leur attention, et ils n'agissent pas tout de suite. Ce qui va laisser aux Alliés la possibilité de débarquer leur matériel, leurs troupes, et en juillet, finalement, de récupérer l'essentiel de la région de la Normandie. Cependant, il y a un deuxième débarquement qui a eu lieu un peu plus tard, on le voit au sud, au niveau de la mer Méditerranée, c'est le débarquement de Provence, qui a eu lieu en août 1944. Et donc finalement, la France est libérée des deux côtés par le nord-ouest, mais aussi par le sud-est. Alors, vous voyez, si on regarde cette carte et la légende, finalement les choses vont assez vite. Juillet, août, septembre, finalement c'est la quasi-totalité du territoire français qui est libéré en l'espace de 3 mois. Et vous voyez qu'à la fin de l'année 1944, c'est même le Luxembourg, la Belgique, et que c'est déjà une partie de l'Allemagne qui commence à être occupée par les Alliés. Alors, quelques exceptions quand même. Vous avez les villes de Dunkerque, Colmar et La Rochelle, qui sont restées des poches d'occupation nazie. Mais on va considérer qu'en 1944, fin 1944, la totalité du territoire est libérée. Certes, mais dans quel état est-il? Eh bien, il est dévasté. Il est dévasté pour deux raisons. La première, et ça va probablement vous étonner, mais c'est qu'un certain nombre de villes, comme on le voit ici sur la légende, ont été rasées par les bombardements alliés. C'est-à-dire que, de manière à faire croire que le débarquement aurait lieu sur la côte atlantique ou ailleurs sur la Manche, eh bien, les Alliés ont bombardé différentes villes portuaires pour faire croire qu'ils préparaient ainsi un débarquement et ont dévasté des villes du coup françaises. C'est-à-dire que des Français sont morts sous des bombes alliées. Regardez, c'est justement ce que montre ce reportage qui parle des bombardements qui eurent lieu à Nantes en 1943.
Une page d'histoire maintenant sur un pan souvent oublié de la Seconde Guerre mondiale. Les bombardements alliés qui ont fait des milliers de morts parmi les civils français dans les grandes villes occupées par les nazis. Aujourd'hui même, à Nantes, on commémore l'un de ces bombardements. C'était il y a 70 ans jour pour jour. Le 16 septembre 1943, les habitants ont payé un prix très lourd au pilonnage censé cibler les usines et les voies de communication allemandes. Daniel Wolfram, Romuald Bonan, Karine Andouche. Le cœur de Nantes, anéanti en un quart d'heure. C'était le 16 septembre 1943, en plein après-midi. Il y avait eu certes quelques bombardements, des alertes, mais rien à voir avec ce déluge de feu. Du coup, sans se méfier, la plupart des gens étaient restés dehors, à contempler les avions alliés. 1200 bombes, larguées par 147 forteresses volantes américaines, vont s'abattre sur la ville. Pris de court, les Nantais cherchent à se protéger par tous les moyens. Nous sommes arrivés dans la cave et là nous avons trouvé 5 braves voisines et on s'est rapprochés l'un contre l'autre, on s'est pris les coudes l'un contre l'autre, on a baissé nos têtes et à chaque fois ça branlait, on avait peur. Faut vous dire, on a eu la trouille, j'ai eu peur et j'ai pas peur de le dire. 1943, la guerre est à un tournant. Le but de ces bombardements alliés sur les côtes françaises est bien de préparer le terrain pour un futur débarquement. Les B-17 visent les gares, les ponts, les installations portuaires et les usines qui travaillent toutes pour les Allemands. Bilan, 900 morts ce 16 septembre, 500 8 jours plus tard, lors d'une deuxième vague, de quoi alimenter la propagande du régime de Vichy contre les Anglo-Américains. Voici ce qui reste des rues les plus commerçantes de la grande cité, situées bien loin de tout objectif militaire ou industriel. Bien conscients de l'effet désastreux de leurs bombardements sur des populations françaises, les Américains tentent de contrecarrer la propagande de Vichy en lançant des milliers de tracts avant le bombardement de la ville. Il rappelle les buts de guerre. Il s'agit effectivement de dénoncer l'occupation allemande, la police de Vichy. Donc il montre bien que les bombardements prennent sens dans la lutte antifasciste. Mais au fond, 70 ans plus tard, si la mémoire reste vive, point de ressentiment, le temps passe. Les gens autour de vous, vous en vouliez un peu aux Américains? Au départ, je crois que les gens en voulaient. Puis après, il y a la libération est arrivée. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup de gens qui aient des rancœurs, quoi. On vous dit c'est la guerre. Et de leur côté, ces équipages alliés ont eux aussi subi de lourdes pertes. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, près de 40 000 d'entre eux sont morts, abattus lors des opérations aériennes en Europe. Alors, si les Alliés, du coup, ont bombardé un certain nombre de villes et commis, du coup, des morts même parmi la population civile, les nazis aussi ont été extrêmement violents. C'est-à-dire que, au fur et à mesure que les Alliés et les résistants progressaient finalement dans la libération de la France, eh bien, les troupes allemandes se sont repliées vers l'Allemagne. Et de manière à ne pas être attaquées ou à faire un repli stratégique dans de bonnes conditions pour elles, eh bien, elles ont semé la terreur dans les villes françaises. Un exemple très célèbre, c'est l'exemple de Oradour-sur-Glane. Oradour-sur-Glane est un village français pas très loin de Limoges, où les nazis étaient convaincus que les résistants cachaient leurs dépôts de munitions et d'armes. Du coup, ils ont rassemblé la population et ils l'ont exterminée. C'est-à-dire que les 642 habitants d'Oradour-sur-Glane ont été exterminés, qu'il s'agisse de femmes, d'hommes ou d'enfants, et il n'y avait que des civils. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas retrouvé trace d'une seule arme. En fait, il y avait sur les 642 un seul résistant, et encore c'était quelqu'un qui était là par hasard parce qu'il rendait visite à sa tante. Donc voilà, Oradour-sur-Glane, c'est aussi un exemple qui illustre cette violence aveugle d'une partie des forces allemandes qui finalement profitent de leur retraite pour commettre tout un tas d'atrocités sur le territoire français. Et à l'heure actuelle, Oradour-sur-Glane a été finalement gardé tel quel. C'est-à-dire que si vous visitez ce lieu de mémoire, vous retrouvez finalement ce village tel qu'il était en 1944, le jour de l'arrivée des troupes nazies. Et c'est vraiment glaçant.
C'est glaçant de voir que le temps s'est suspendu sur ce village et il y a un très bon musée qui a été construit à quelques mètres du village pour recontextualiser cet événement dramatique. Alors si vous voulez en savoir plus, un tout petit reportage fait par l'INA qui a été publié dès 1944, c'est un reportage d'époque et qui avait pour but finalement d'illustrer la barbarie des troupes d'Hitler. Oradour-sur-Glane, nom qui résonne comme un glas. Hier, un village, à 20 km de Limoges. Aujourd'hui et pour toujours, un des hauts lieux de la cruauté hitlérienne. Ici, tout est mort. Une ville incendiée, fusillée, torturée. Un désert qui fait penser au cataclysme. Une seule maison ressemble encore à une maison. Un village réduit à son cimetière d'où les derniers vivants ne peuvent plus s'arracher. C'était le 10 juin 1944. À 2 h de l'après-midi, les SS sont venus. Ils ont rassemblé toute la population sur cette place. D'un côté, les hommes, de l'autre, les femmes et les enfants. Les hommes, on les a emmenés dans des granges et abattus. Et puis on a mis le feu à leurs cadavres. Un des rescapés miraculeux nous guide à travers ces décombres atroces. Les femmes et les enfants, on les a rassemblés dans l'église et on les y a mitraillés et brûlés vifs. Donc, on a un territoire qui est dévasté au moment de la libération, mais au niveau de la société, on a aussi énormément de tensions entre résistants et collaborateurs. Les règlements de compte sont nombreux, et il y a aussi cet épisode tristement célèbre des femmes tendues, de ces femmes qui avaient été accusées de coucher avec les Allemands, de collaborer avec les Allemands, même si finalement les historiens qui ont travaillé sur ce sujet montrent que seulement 40 à 50% de ces femmes tendues auraient vraiment eu des relations sexuelles avec les Allemands. Mais l'idée, c'est finalement d'humilier, de châtier ceux dans la population française qui se sont montrés trop conciliants vis-à-vis des occupants allemands. Et là, c'est un reportage sur la tondue de Chartres, une dame qui a été tondue pour avoir eu un enfant avec un soldat allemand et qui a donné lieu à une très célèbre photographie qui illustre cet épisode des femmes tendues. Et cette photographie est très troublante, vous allez voir, parce que finalement on ressent une empathie très forte pour cette femme qui porte son bébé dans les bras et qui est humiliée, insultée par une ville entière. Donc ça montre bien l'état de tension de la société française au moment de la libération. Et on pourrait dire quelque part que finalement si on tond des femmes, si on humilie certaines personnes accusées de collaboration, c'est peut-être aussi pour passer sous silence que la grande majorité de la population française, durant la Seconde Guerre mondiale, n'a rien fait. Souvenez-vous ce que nous avions dit au chapitre précédent qui traitait de ça. Il y a une petite proportion de Français qui ont été des collaborateurs, une proportion à peu près équivalente qui ont été dans la résistance, mais la majorité était attentiste. C'est-à-dire elle attendait la fin du conflit sans engager d'un côté ni de l'autre. Et ce sont surtout ces gens qui sont attendus sans prendre de risques qui s'en sont pris à ceux accusés de collaboration. Et donc regardez cet extrait d'un reportage finalement consacré à cette pauvre dame surnommée la tondue de Chartres à cause de ce qu'elle a subi à l'occasion de la libération de la ville. Derrière Georges, Germaine et Simone marchent côte à côte. Les deux femmes sont protégées par 3 policiers. La foule, immense, hurle sa joie, applaudit, lance des colibets. Il semblerait que la ville entière soit venue pour les raccompagner chez eux. C'est Georges, le père, qui mène le cortège. Simone regarde fixement devant elle. Mais Capa n'est pas entièrement satisfait de sa composition. Il recule encore de quelques mètres et déclenche à nouveau son appareil. Cette fois-ci, la composition est parfaite. Simone,
escortée par le policier, est comme prise en tenaille entre les deux branches de ce grand V, dont l'une est formée par la jeune fille qui marche d'un pas ample, et l'autre par ces 4 femmes qui avancent, le regard focalisé sur elle. Derrière la dizaine de personnages qui forment l'avant-plan, l'immense masse de Chartrains libérés accompagne cette terrible procession. Capa place le drapeau français juste au-dessus de la pointe du V, comme le point d'orgue de sa composition. Évidemment, tous les regards convergent vers la tondue, mais leur attention est autant attirée par son crâne rasé que par la tête chevelue de son nourrisson. Alors ça, c'était pour l'épuration extra-légale, on va dire, qui n'a pas lieu avec la justice. On voit sur cette photographie qu'il y a des policiers qui escortent la dame, donc c'est que quelque part l'État laisse faire, mais ce n'est pas une épuration légale, c'est-à-dire avec des tribunaux, des jugements, etc. D'ailleurs, les troupes alliées avaient interdiction de se mêler à ces règlements de compte, comme le fait de tondre des femmes. Cependant, il y a quand même eu des tribunaux d'épuration qui, sur la base d'un procès avec des avocats de part et d'autre, devaient juger finalement le niveau de culpabilité des principaux collaborateurs. Ainsi, par exemple, le maréchal Pétain fut condamné à mort. Alors, Charles de Gaulle donna son droit de grâce. Vous savez que les présidents ont le droit de grâce, donc peuvent suspendre à tout moment une peine ou l'atténuer. Et du coup, Charles de Gaulle a transformé cette condamnation à mort en prison à perpétuité. Et comme le maréchal Pétain était déjà très âgé au moment de la France de Vichy, il est mort quelques années de suite en prison. Mais si on prend Pierre Laval, par exemple, le ministre de l'Intérieur, qui a joué un triste rôle dans la déportation des Juifs, lui, il fut condamné à mort. Ou encore l'écrivain Louis-Ferdinand Céline, qui est un écrivain brillant, qui a écrit de formidables romans comme Voyage au bout de la nuit, mais qui, au-delà de son génie, est aussi quelqu'un qui, durant l'occupation, s'est prononcé de façon très violente contre les Juifs, demandant finalement la déportation des Juifs, leur extermination, etc. etc. Donc Louis-Ferdinand Céline n'a pas été condamné à mort, mais il a été jugé par les tribunaux d'épuration pour ses écrits, condamné à payer de lourdes amendes et touché d'indignité nationale. Donc, finalement, pour résumer cette première partie, le territoire français est libéré dès 1944, suite au débarquement de Normandie et de Provence, menés de concert avec les efforts de la résistance qui, elle, était déjà implantée dans le territoire. Ce territoire, il est dévasté, qu'il s'agisse des bombardements alliés ou des représailles nazies faites par les troupes allemandes au moment de quitter le territoire. La population, elle est divisée. Il y a de nombreux règlements de compte, il y a cet épisode des femmes tendues et les tribunaux d'épuration qui sont chargés finalement de punir ceux coupables de collaboration. Et donc on va voir que c'est dans ce contexte de crise que se crée un nouveau régime politique, une nouvelle république qui se veut démocratique et sociale. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.